INA Podcast. Bonjour, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Dans ces heures de crise nationale, je sais que beaucoup d'entre vous doutent de la valeur de nos institutions. Je sais que nos institutions fonctionnent mal. Je sais que de grands changements sont nécessaires. Ça sonne presque comme aujourd'hui, mais c'était le 28 mai 1958. Le monsieur que vous venez d'entendre, c'est Pierre Pfimlin, le dernier président du Conseil de la 4e République. À l'époque, la France traverse une crise politique et ne va pas tarder à changer de constitution. C'est la naissance de la 5e République, et pas n'importe laquelle, celle du général de Gaulle. La suite, vous la connaissez. 65 ans d'histoire politique française et 8 présidents plus tard, la 5e République est toujours en vigueur, oui, sauf que certains se demandent si l'histoire n'est pas en train de se répéter. Pas de Premier ministre pendant 51 jours, une Assemblée nationale irréconciliable, le casse-tête de l'exécutif pour former un gouvernement stable. Bref, un blocage institutionnel qui semble inextricable. Et si, comme en 1958, notre régime était à bout de souffle? On décrypte ensemble les origines et les clés du sujet avec notre invité. Il est prof à l'université Panthéon-Assas, constitutionnaliste. C'est la pointure de l'analyse politique en ce moment. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'être avec moi pour ce premier numéro du Temps de l'Actu et hâte d'avoir vos éclairages. Mais d'abord, on commence. Ce sera la tradition chaque semaine par un récit en archive pour poser les origines du sujet. Et puis on vous retrouve Benjamin Morel juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, Benjamin Morel, regardons, si vous le voulez bien, dans le rétro. Je citais en introduction la crise institutionnelle de la 4e République. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et surtout ceux comme moi qui n'étaient pas là, je vous propose de prendre quelques secondes pour décrire à quoi ça ressemblait. Alors pas de panique, ça va être rapide, vous allez voir. Je vais le faire en 3 dates. En septembre 1948, la 4e République, ça donnait ça. La France attend un nouveau gouvernement. Et l'Élysée a revu le défilé traditionnel des consultations, commencé par M. Herriot, président de l'Assemblée, terminé par M. Ramadier, nommé à la charge de former le nouveau gouvernement. Parviendra-t-il enfin à assurer à la France un gouvernement durable ? En février 1955, ça donnait ça. Et la crise continue. L'Assemblée, à laquelle M. Christian Pineau présentait son programme et son ministère, s'est refusée à l'investir. M. Edgar Faure voudrait former un ministère d'unité nationale. M. Edgar Faure réussira-t-il ? Et en mai 1957, ça donnait ça. Le président René Coty a dû retarder son voyage aux États-Unis en raison de la crise ministérielle. Le président Guy Mollet lui a apporté la démission de son cabinet. Le gouvernement de M. Guy Mollet a duré 16 mois. Bref, en termes de stabilité, la 4e République, c'était pas ça. Entre 1946 et 1958, les gouvernements se succèdent. Écoutez Félix Gaillard, lui aussi ancien président du Conseil, qui résume bien la situation. On est en 1958. Depuis la fin de la guerre, les États-Unis ont connu 2 présidents. La Russie n'a eu elle aussi que 2 chefs de gouvernement. En face de cette stabilité, quel spectacle offre la France ? 25 gouvernements se sont succédés. Alors pourquoi autant d'instabilité ? À l'époque, les institutions françaises sont régies par la Constitution de 1946, celle de la 4e République. C'est un régime parlementaire, ce qui veut dire que le pouvoir législatif, détenu par le Parlement, prédomine sur le pouvoir exécutif, détenu par le président du Conseil. Ce déséquilibre des pouvoirs et l'absence de majorité absolue au Parlement, à cette époque l'Assemblée nationale est divisée en plusieurs blocs imperméables, eh bien tout ça, ça empêche la constitution d'un gouvernement uni et stable. En gros, comme les partis n'arrivent pas à former des coalitions durables, les gouvernements changent tout le temps.
Et pour ne rien arranger à la crise, en 1958, c'est le début de la guerre d'Algérie. Le 13 mai 58, une insurrection pro-Algérie française a lieu à Alger. Les manifestants demandent le retour du général de Gaulle, disparu des écrans radars depuis 1946. Le héros de la libération fait alors son comeback en politique et il est déterminé à secouer le cocotier. Le général de Gaulle qui monte à la tribune pour lire sa déclaration. L'homme du 18 juin demande la confiance et les pouvoirs utiles pour réformer l'État. D'accord pour revenir au sommet de l'État, mais de Gaulle impose ses conditions. Il veut une nouvelle constitution avec un nouveau système institutionnel. Exit le régime parlementaire. Le pouvoir exécutif ne doit pas venir du Parlement. C'est d'un chef de l'État fort que doit procéder le pouvoir exécutif. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La nouvelle constitution est soumise au vote des Français par référendum à la rentrée de septembre 1958. Et, spoiler, ils répondent oui. Le 4 octobre 1958 entre en vigueur la constitution de la Ve République. Le général de Gaulle en devient son premier président en décembre 1958. Françaises, Français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Guide de la France, chef de l'État républicain, j'exercerai le pouvoir suprême. En avant donc pour un régime semi-présidentiel qui va s'installer durablement en France, l'épilogue de la crise institutionnelle de la 4e République. On fait maintenant un gros saut dans le temps pour revenir à aujourd'hui. Depuis le 9 juin 2024 et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron, la stabilité institutionnelle semble éparpillée façon puzzle. Des élections législatives du 7 juillet sont apparues 4 blocs à l'Assemblée nationale, manifestement irréconciliables, ou presque. En ces termes, il semble quasiment impossible de désigner un gouvernement stable pour le nouveau Premier ministre sans risquer la motion de censure. Se pose alors la question, est-ce que notre machine institutionnelle est grippée, voire bloquée, comme elle l'était en 1958 ? Et si oui, quelles sont les différentes options ? Faut-il revoir le fonctionnement de la Ve République ou bien faut-il carrément l'enterrer ? On en parle avec vous, Benjamin Morel. Merci d'être là. Alors, peut-être en préambule, Benjamin Morel, qu'est-ce qu'il vous inspire, ce récit ? Eh bien, on a en effet un certain nombre de points communs avec cette 4e République. Il faut voir que la 4e République, c'est une constitution qui est faite pour tenir sur des partis politiques structurés, forts, qui vont former des coalitions. Et ça marche bien au début. Il y a 3 grands partis, le Parti communiste, la SFIO et le MRP. Et jusqu'en 1947, ça marche relativement bien. Il se passe quelque chose en 1947. On a 2 grands acteurs politiques qui vont sortir du jeu institutionnel. En 1947, début réel de la guerre froide, les communistes sortent des jeux d'alliance. Et donc on ne peut plus faire alliance avec eux, mais le Parti communiste à l'époque, ça fait 25-30% des suffrages. Et de l'autre côté, à partir de 1946, De Gaulle sort du système et il a un parti, mais ce parti ne participe pas ou participe peu au gouvernement. Et les gaullistes, c'est pas rien, ça pèse 10-15%. Et donc vous avez une Assemblée nationale où vous neutralisez les communistes, vous neutralisez les gaullistes et vous vous retrouvez à gouverner sur une portion limitée de votre Assemblée nationale. Les partis dits de gouvernement pèsent 2/3 de l'Assemblée et ça va de la SFIO, qui à l'époque n'a pas tout à fait encore renoncé à la collectivisation à terme des moyens de production, aux modérés, qui représentent la droite, mais qui est en fait une droite très dure, très catholique et beaucoup plus radicale. Aujourd'hui, notre crise est d'abord et avant tout une crise politique. Notre crise est liée au fait que vous avez un Rassemblement national à 25%. On ne peut pas vraiment gouverner avec eux. Une France insoumise à 15%. On ne peut pas les faire entrer dans des systèmes d'alliance qui incluent le centre. Et entre les deux, vous avez un champ des partis dits de gouvernement qui va d'Europe Écologie Les Verts à LR. Ces 2 partis n'ont pas un atome crochu idéologique commun. Pourtant, si vous voulez vous passer du RN et de la FI, vous êtes contraint de faire des coalitions sur ce champ-là. Il n'y a pas le choix. Et donc, que fait-on aujourd'hui ? On a un gouvernement qui, de facto, s'appuie sur le Rassemblement national pour tenter de stabiliser le système. La crise est d'abord politique. Vous ne gouvernez pas contre les 2/3 de votre hémicycle et contre 50% de votre électorat. Soit vous faites baisser les partis dont vous ne voulez pas, soit vous les intégrez à des jeux d'alliance, même si vous ne les aimez pas. Du coup, est-ce que ça veut dire que, comme en 1958, pour résoudre cette crise actuelle, il faut changer de constitution et peut-être passer à la 6e République ? Alors, on n'avait pas forcément besoin de passer à la 5e République.
On aurait pu avoir une quatrième qui continue, avec des gaullistes qui sont réintégrés au système, et quelques réformes, en effet, introduction de ce qu'on appelait le 49 alinéa 3, qui aurait permis de stabiliser la 4e République. C'est avant tout un fait politique, plus qu'un fait institutionnel. En d'autres termes, les gaullistes trouvent le moment opportun pour dire on va changer de constitution, et comme ils sont en position de force, ils imposent ce changement constitutionnel qui n'est plus devenu un tabou pour une grande partie de la classe politique, et ça va donner la 5e République. Mais la 5e République, d'un point de vue stricto sensu juridique, c'est qu'une 4e amendée, vous savez. C'est-à-dire que la plupart des articles de la 4e, on les retrouve texto dans la Constitution de la 5e. Si demain on devait passer à une 6e République, parce que, en effet, on peut imaginer modifier des choses dans la Constitution, élargir le champ du référendum, etc. Mais on peut faire ça à Constitution constante, on peut faire ça en appelant ça 5e, ou on peut décider de changer l'ordinal parce que ça fait bien du point de vue de la communication politique et qu'on a envie de trouver un nouveau souffle, on appelle ça 6e. Mais ça, c'est du marketing, c'est pas du droit. D'accord. Alors, si on ne change pas de constitution, quels sont les scénarios possibles pour sortir de la crise actuelle ? Alors, en règle générale, je déprime beaucoup mes auditoires depuis quelques mois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de scénario miracle. On a des outils institutionnels qu'on peut potentiellement, on reviendra sans doute sur le mode de scrutin, etc. Tout ça peut permettre de faciliter la chose, mais la sortie de la crise, elle n'est pas d'abord institutionnelle. Elle est d'abord politique. Encore une fois, vous ne gouvernez pas avec 30% de RN, 15% de l'AFI, et on ne peut pas s'allier avec eux. Soit vous arrivez à faire baisser ces partis, considérez que ces partis politiques ne peuvent, quoi qu'il arrive, pas rentrer dans une logique d'alliance, et donc vous les faites baisser. Ou bien vous les intégrez à des jeux d'alliance. Et c'est pas un souhait, mais les cordons sanitaires, ils ont explosé partout en Europe. En Italie, les alliances entre, d'un côté, la Liga, Fratelli d'Italia, et le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, c'est déjà une vieille histoire. On voit que ça fond également entre Vox et le Parti populaire en Espagne. Donc soit on intègre ces partis aux jeux d'alliance, soit on les fait baisser. À défaut, on est en crise structurelle, parce que si vous faites des grandes coalitions en disant oui, les coalitions c'est bien, etc., d'Europe Écologie Les Verts au LR, ça signifie que la seule alternance, ce sont ces partis, et que donc mécaniquement, ils montent. Et une fois qu'ils sont encore un peu plus montés, vous aggravez votre crise jusqu'au moment où c'est pas tenable. Donc, structurellement, la solution est politique. D'accord. Alors bon, essayons de nous projeter au-delà de cette crise politique et d'essayer de faire un zoom sur peut-être des changements institutionnels. Quelles pourraient être les pistes de modernisation, d'adaptation aujourd'hui, concrètement ? Est-ce que c'est de la proportionnelle ? Est-ce que c'est plus de référendums ? Est-ce que vous avez des pistes à nous donner là-dessus ? On peut faire énormément de choses. Et en effet, la chose la plus majeure à faire, c'est de changer de mode de scrutin. On est le seul pays européen avec la Grande-Bretagne à être au scrutin majoritaire. Tous les autres sont à la proportionnelle. La proportionnelle, c'est le rapport entre le nombre de voix et le nombre de parlementaires. Autrement dit, à un système strictement proportionnel, vous faites 30% des voix, vous obtenez 30% des sièges. Ensuite, il y a 1000 modulations. Donc, la proportionnelle a quand même plusieurs vertus par rapport à notre crise. Elle n'est pas la solution miracle, mais elle a plusieurs vertus. D'abord, la proportionnelle permet malgré tout aux citoyens non seulement de se sentir mieux représentés, mais de se sentir également plus facilement représentés. Pendant des années, si vous étiez un électeur du Rassemblement national, vous pouviez être 25% et ne pas avoir un député ou un groupe à l'Assemblée. Le mode de scrutin majoritaire à deux tours a un effet de sas. Une fois que vous dépassez un sas, vous êtes surreprésenté. Donc aujourd'hui, le RN est à 30%, il est largement représenté. Quand il sera à 35%, il peut obtenir une majorité absolue. Donc vous avez des effets de sas. Quand vous n'êtes pas assez fort, vous n'êtes pas représenté, et donc vous recroquevillez dans l'idée que de toute façon le système est contre vous, et un jour vous découvrez que vous avez une majorité absolue quasiment du jour au lendemain. C'est ce qui est en train de se passer avec le Rassemblement national. Et donc les électeurs votent plus, on a des chiffres notamment sur l'abstention. On sait que c'est plus 7 points de participation dans la population générale et plus 16 points chez les jeunes. Pourquoi ? Parce que si je suis un jeune qui a un rapport très utilitariste au vote, en pensant que je vais voter si ça sert à quelque chose, si je suis un jeune de gauche dans une circonscription de droite, aller voter ne sert en théorie à rien, parce que de toute façon, je ne changerai pas l'équilibre dans ma circonscription. Avec la proportionnelle, toutes les voix étant comptées, je peux savoir qu'au moins je vais peser. Donc il y a quand même des vertus qui sont assez claires, et surtout, on a plein d'instruments qui permettent de moduler la proportionnelle.
seuil de représentation. Si vous faites 5% des inscrits en Allemagne, vous êtes représenté. Si vous faites moins de 5%, vous n'êtes pas représenté. Du coup, il y a 7 groupes politiques au Bundestag, le Parlement allemand, contre 11 à l'Assemblée nationale française. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, de fatalité à ce que ce soit de l'instabilité. Bref, il y a beaucoup d'instruments qui permettent de contrôler votre proportionnel, là où le mode de scrutin majoritaire à 2 tours est assez incontrôlable. Après, pour revenir à ce qu'on disait, tant que vous avez 30% de RN, 15% de l'AFI, qu'on ne peut pas faire d'alliance avec eux, ni les faire baisser, proportionnel, scrutin majoritaire, la crise est d'abord politique, ça peut permettre de fluidifier, de mettre de l'huile dans les rouages, pas de sortir de la crise. Qu'est-ce qu'il faudrait pour instaurer de la proportionnelle aujourd'hui en France ? C'est une loi ordinaire. Donc l'Assemblée peut voter. La question ne va pas tant être est-ce que la proportionnelle est une bonne chose ? Parce qu'aujourd'hui, à peu près tous les partis politiques sont d'accord sur la proportionnelle. Mais quelle proportionnelle ? J'entends le point ne pas changer de constitution, ne pas aller vers une 6e République, parce que ce serait potentiellement du marketing. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème avec la 5e République aujourd'hui ? On reproche beaucoup à Emmanuel Macron d'être trop jupitérien, de gouverner seul, et c'était déjà exactement le projet et la façon de faire du général de Gaulle, non ? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les ai rétablies. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, quand Mitterrand se présente face à De Gaulle en 1965, pourquoi est-ce que Mitterrand est le candidat unique des grands partis de gauche à l'époque ? Parce que personne ne veut y aller. Mitterrand apparaît grillé, enfin, il apparaît déjà vieux, il a organisé plus ou moins un attentat contre lui-même. Tout le monde considère que Mitterrand est grillé. Et donc, ce faisant, les communistes, la SFIO disent on va l'envoyer, il va se prendre une gifle face au général de Gaulle. Et une fois que le général de Gaulle sera parti, de toute façon, l'élection qui comptera, et c'est vrai dans les textes, ça va être les élections législatives. Et donc, il y a un moment gaullien, parce que c'est de Gaulle, et ensuite, l'élection présidentielle deviendra un hocher, un gris-gris, et on reprendra vraiment des élections législatives qui seront les grandes élections signifiantes. Mitterrand est beaucoup plus intelligent, il a compris que avec de Gaulle, il s'était passé quelque chose, et que l'élection au suffrage universel du président de la République conditionnait un rapport à l'homme sauveur sous la 5e. Moi, président, je ferai une réforme des retraites. Cette phrase, en droit, n'a aucun sens. Le seul pouvoir du président, c'est de promulguer une réforme des retraites une fois que c'est arrivé à la fin. Mais si je le dis en tant que candidat aux élections présidentielles, c'est parce que je sais qu'il y a une attente, que derrière, les Français votent pour un président parce qu'ils pensent qu'il est puissant. Et que si je me contente de me dire « Attention, je suivrai uniquement les prérogatives constitutionnelles qui sont les miennes, et donc ce faisant, j'utiliserai avec parcimonie l'article 16 de la bombe nucléaire, il vaut mieux, je ne vais pas faire vraiment l'unanimité dans les chaumières, et donc les gens ne vont pas voter pour moi. » Donc, tous les 5 ans, vous avez des Français qui élisent un sauveur. Tous les 5 ans, ils sont persuadés que ce sauveur va les sauver. 6 mois plus tard, ils ont compris que ce ne serait pas le cas. Et donc, ils attendent 4 ans et demi en morigénant, en disant « Oh, vraiment, le président, il est trop nul. Mais la prochaine fois, attention, parce que c'est une drogue dure. La prochaine fois, j'ai un nouveau sauveur et je sais que celui-ci qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jean Lassalle ou qui vous voulez, eh bien, il me sauvera parce que lui, ce sera un nouveau sauveur. » Et donc, cet effet-là, extrêmement enthousiasmant et très rapidement déceptif, fait que le système tient. Mais voyez, ça, c'est strictement politique. Vous voulez vous passer d'un président puissant, il n'y a rien en droit qui le rend puissant. Et donc, ce faisant, si on veut briser la mystique, si on veut dire, attention, ça, c'était la 5e, et pour ça, je dis c'est du marketing, mais c'est pas méprisant. Et tout d'un coup, il faut changer de vision des institutions en passant à la 6e. On peut. Si jamais on juge que la 5e, c'est un gris-gris parce que le général de Gaulle, on y tient, etc., et qu'on veut juste changer le mode de scrutin, encore une fois, uniquement par une loi ordinaire, eh bien, déjà, on peut changer le système. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur les référendums. Est-ce que c'est une piste, plus de référendums dans notre vie politique, ou des référendums d'initiative populaire, comme ça a déjà été pensé ? Est-ce que c'est une voie ? Alors, il y a une peur, panique d'une grande partie de la vie du personnel politique français vis-à-vis des référendums, notamment parce qu'il y a eu le traumatisme de 2005, et après 2005, on a fait une réforme en 2008, où on a toiletté quasiment la moitié des articles, où on a inventé le référendum d'initiative partagée. Le référendum d'initiative partagée, c'est une usine à gaz qui a été faite pour ne jamais
être utilisé. Si vous voulez faire un référendum d'initiative partagée, comment ça se passe ? Vous devez réunir 10% du corps électoral. 4 900 000 signatures. En Italie, pays comparable en termes démographiques, c'est 500 000. En Italie, dans la plupart des pays qui font des référendums d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, ce sont souvent, et ce qui marche le mieux, des référendums veto. En d'autres termes, il y a un texte, par exemple une réforme des retraites que vous n'aimez pas, eh bien vous faites un référendum contre cette réforme, c'est mobilisateur, et ensuite ça garantit une sécurité juridique parce que tout bêtement votre réforme n'a pas encore été appliquée, donc il ne s'agit pas de revenir sur un truc qui est appliqué et donc vous tuez le truc dans l'œuf, ce qui évite tout un tas de désordres administratifs. En France, on interdit de faire un référendum contre un texte qui vient d'être adopté dans un délai d'1 an. Et quand bien même vous arriviez à réunir vos 4 900 000 signatures, il n'y a pas forcément de référendum. Il y a un référendum si et seulement si le Parlement renonce à se prononcer. Des référendums d'initiative citoyenne, il y en a dans la moitié des pays européens et dans la moitié des États américains. Si vous franchissez les Alpes, il ne pleut pas des grenouilles. Tout d'un coup, la terre ne s'ouvre pas parce qu'on a fait un référendum d'initiative citoyenne et que tout d'un coup, on en aurait tous les 4 matins, ce qui n'est pas vrai, et que dès lors, les politiques seraient complètement décrédibilisés, on serait dans une situation pré-révolutionnaire parce que vous comprenez bien, les Italiens auraient été contre un projet de loi qui venait d'être adopté. Ce sont des craintes complètement surfaites. D'autres types de craintes, souvent on vous dit, non mais vous savez, s'il y a un référendum d'initiative citoyenne, on va rétablir la peine de mort ou interdire l'avortement. Regardez aux États-Unis. Qui a fragilisé le droit à l'avortement ? C'est le juge américain, qui a remis en cause ensuite dans les États le droit à l'avortement, ce sont des parlements. Tous les référendums d'initiative citoyenne aux États-Unis qui ont porté sur la remise en cause du droit à l'avortement ont été négatifs. Donc non, ni aux États-Unis, ni dans la plupart des pays européens, on a eu de référendums d'initiative citoyenne qui n'ont produit de catastrophe. Très clair. Quel avenir pour la Ve République et quel avenir pour cette crise politique qu'on traverse ? Donc, si on résume très rapidement les 3 scénarios possibles, force et faiblesse, il y a le statu quo, pas de changement institutionnel. Dans ce cas-là, pour sortir de la crise, j'ai entendu faire baisser les extrêmes, essayer de ramener un petit peu de stabilité dans cette assemblée. Oui, alors si on est dans le statu quo, on ne peut pas, bouger les choses autrement qu'en changeant l'espace politique. Donc soit vous intégrez les extrêmes à des configurations d'alliance, soit vous arrivez à les faire baisser, ce qui implique de penser d'autres éléments qui sont inhérents à la crise de la démocratie, la crise de l'action publique, qui est un sujet en lui-même, et puis évidemment ensuite les facteurs politiques, sociaux qui conduisent à la montée de ces extrêmes. Mais dans tous les cas, la crise est d'abord politique en effet. Deuxième scénario possible, des changements institutionnels tout en préservant le cadre existant. Oui, et là encore une fois, les réformes les plus fondamentales passent pas forcément par la Constitution. La réforme la plus fondamentale, c'est le mode de scrutin, une loi ordinaire. Ensuite, si on veut bouger, ça ne réglera pas la crise, mais le référendum d'initiative citoyenne qu'on évoquait, il n'y a pas besoin d'une grande révolution juridique. Vous modifiez un alinéa de l'article 11 de notre Constitution, vous changez en la matière absolument tout. Donc vous voyez que quand on vous dit qu'il faut une 6e République pour établir le RIC, la réponse est non. Et effectivement, c'est le 3e scénario possible, le vote d'une nouvelle constitution et passer à une 6e République, ou en tout cas changer de régime. Pourquoi pas ? Moi, j'ai vraiment rien contre et c'est vraiment pas un tabou pour moi. Attention tout de même à une chose, quand vous décidez de recommencer totalement à réécrire une constitution, en règle générale, vous ne savez pas ce qu'elle produira dans 10 ans. Le droit constitutionnel, c'est un mécanisme extrêmement complexe, avec plein de rétroactions. Donc mieux vaut partir d'un texte existant, sur lesquels on corrige ce que l'on sait devoir corriger pour atteindre l'objectif que l'on se vise. Et plus qu'une 6e République, c'est l'objectif qui est important, plutôt que de repartir d'une page blanche, parce qu'on sait d'avance qu'on ne sait justement pas où on va. Un débat, en tout cas, qui n'a pas fini d'agiter la vie politique du pays. Merci infiniment, Benjamin Morel, pour ces éclairages précieux. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste et prof à Assas. Quel avenir souhaité pour la Ve République ? On a maintenant les cartes. Vous avez les cartes en main, j'espère, pour vous faire votre propre avis sur la question. C'était le temps de l'actu. Un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.